Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers académiciennes, chers académiciens, chers amis. Alors, moi, notre excellent secrétaire perpétuel m'a dit en début d'année, bon voilà, je pense faire sur les grands problèmes régaliens, etc. J'ai trouvé qu'il était absolument excellent. Et puis, c'est la question de la sécurité intérieure. C'est un sujet difficile, on le sait. Sur les 67 millions d'habitants en France, avec les 50 millions d'adultes, on a grosso modo 50 millions d'experts en sécurité. S'ils ne sont pas des experts, ce sont des gens qui souvent ont des opinions relativement tranchées sur ce qu'il conviendrait de faire, en fonction des sensibilités politiques, en fonction des sensibilités philosophiques, dans tous les domaines, sur les banlieues, sur les agressions de policiers, de gendarmes, etc. Donc une multitude d'experts auxquels il faut s'adresser. D'autant plus que, comme l'a dit Antoine, l'actualité nous renvoie très régulièrement sur les questions de sécurité. On pensera au problème des émeutes juste avant l'été, mais on pensera aussi au problème faits divers qui occupent les médias en ce moment. On pensera aussi à Sainte-Soline, ces événements terribles sur les méga-bassines avec des gendarmes agressés dans des conditions qu'on n'avait jamais vues dans les temps récents. Alors, ces difficultés s'ajoutent à une autre. C'est la difficulté de résumer en une régard, on dit Antoine, la politique de sécurité intérieure. Alors donc, j'ai dû faire un certain nombre de choix. Je ne parlerai pas des questions migratoires, ni de la lutte contre l'immigration. Je ne parlerai pas non plus de la lutte antiterroriste. Je ne parlerai pas des lois. Je ne parlerai pas des polices municipales, ou alors très très peu. Je ne parlerai pas non plus des sociétés de sécurité privée, qui représentent 120 000 personnes en France. Et à chaque fois, parfois, j'ai pensé utile de faire un petit rappel historique, de savoir d'où on vient, pour mieux expliquer où on en est, et puis essayer d'imaginer un petit peu où on est. Et puis enfin, j'ai posé comme axiome de base que le peuple français, vis-à-vis de l'autorité, avait une attitude tout à fait particulière. Dans un contexte sécuritaire tout à fait particulier. Avec une organisation de la sécurité intérieure qui, elle aussi, est tout à fait particulière. Voilà l'action que j'ai posée et qui va nous emmener, donc, si je ne me trompe pas, à changer de titre. Parce qu'en fait, il va vraiment s'agir de la sécurité, de la politique de sécurité française, de la politique de sécurité à la française. Alors c'est pourquoi, dans la réalité incontestable, qu'on est vraiment un pays particulier, avec, je rappelle ce que disait le général de Gaulle, les Français sont comme les Gaulois. Leurs chefs détestent obéir, mais ils adorent discuter. Et dans ce contexte-là, nous allons passer un petit peu en revue un certain nombre de choses. Déjà, dans une première partie, ça sera une présentation des origines de notre système dual. Pourquoi on a une police et une gendarmerie? Ah bon, il y a 45 pays dans le monde qui ont ça, c'est quand même pas la majorité des pays. Un dispositif que le monde entier, d'ailleurs, nous envie, on le sait bien. Et puis, son aboutissement logique avec une question qui est régulièrement posée, à savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment on a fait pour intégrer la gendarmerie dans le ministère de l'Intérieur? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que l'outil a été cassé par cette démarche? J'aborderai ensuite les aspects internes de cette organisation de la sécurité intérieure et de l'outil sécurité, en évoquant tout d'abord la réorganisation de la police nationale qui se joue en ce moment et qui va être finalisée à la fin de l'année. C'est un événement majeur dans le fonctionnement interne de l'outil sécurité intérieure. Et je clôturerai le chapitre en évoquant la question des effectifs, suffisants, pas suffisants, et pourquoi on en veut. Et je terminerai dans une troisième partie par le moment des constats. Celui des mises en cause, du maintien de l'ordre à la française, dont vous avez entendu parler. Ce maintien de l'ordre est plus adapté aujourd'hui au contexte qui est le nôtre, ou est-il encore adapté? Pourquoi il y a autant de violence? Qu'est-ce qui se passe? J'aborderai également le bilan, et parce qu'on ne peut pas y échapper, de la délinquance, en essayant de vous expliquer qu'en fait, il faut être très prudent avec ces chiffres de la délinquance, parce qu'il y a un certain nombre de ressorts derrière que nos concitoyens ne connaissent pas.
Et enfin, afin de livrer le flot roulant de vos questions, j'aborderai un dernier sujet sur lequel je garde encore un peu le mystère. Alors, ce premier chapitre, la construction du modèle sécuritaire, tentera de répondre aux questions suivantes. Comment s'est construit le système de sécurité autour de deux forces de sécurité, civile et militaire, la police et la gendarmerie? Un régime purement français à l'origine, c'est nous qui l'avons inventé, on en est fiers. Et on verra comment. Et encore une fois, un système qui existe dans 45 pays, tout autour de la planète. Et puis, cette dernière question, souvent posée, comment s'est déroulée l'intégration de la gendarmerie au ministère, au sein du ministère de l'Intérieur, et pourquoi? Alors, un petit résumé de l'épisode précédent. Donc, comme Antoine l'a évoqué, il y a de ça quelques mois, j'ai commis un exposé devant vous sur l'histoire de la gendarmerie. Alors, on va revenir un petit peu, mais rapidement, sur comment a été inventée la gendarmerie, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Alors, en fait, tout commence pendant la guerre de 100 ans. À l'époque, c'est le roi qui convoque l'hoste royal, et pour la durée de la bataille, tout le monde se réunit, on va à la bataille, et puis le système s'épuise un petit peu. Et là, on fait appel à des troupes de mercenaires. Mais le problème des mercenaires, c'est qu'ils considèrent le pillage comme une source de revenus en dehors des batailles. Et là, donc, il faut bien mettre en place quelque chose. Alors, c'est Philippe de Valois, en 1339, qui décide la création du tribunal de la Connétablie. Sous ses ordres, il a des maréchaux. Alors, la Connétablie, c'est le compte de l'État. C'était lui, au début, qui s'occupait de l'État. Puis après, la cavalerie est devenue l'arme principale lors des batailles, c'est devenu le chef des armées. Sous ses ordres, il a des maréchaux. Ça vient du marescal, l'ancien français, garçon d'écurie. Il y a des garçons d'écurie, maréchal, il y a une promotion rapide. Mais, tout état de cause, sous les ordres de ces maréchaux, dans le cadre du tribunal de la Connétablie qui vient d'être créé, on y met des prévôts des maréchaux, des archers, qui sont là pour faire régner l'ordre à l'intérieur et dans le pourtour des troupes militaires qui sont engagées, et notamment pour lutter contre tous ces mercenaires. Mais la situation ne s'arrange pas. Et c'est en 1445 qu'est décidée la création d'armées permanentes. Et ces armées permanentes, on les met un petit peu sur les frontières, à droite à gauche. Enfin, il y a plusieurs milliers d'hommes comme ça, dans le cadre d'une armée permanente, qui sont mis en place sur le territoire français. Et bien évidemment, la maréchaussée va accompagner ces troupes qui sont mises en place sur le territoire national. C'est le début du maillage, alors là, on va dire, de la maréchaussée sur le territoire national. Et ces troupes, de toute façon, sont toujours aussi indisciplinées que les mercenaires, rien ne change. Mais le résultat est quand même positif. Et c'est François Ier qui va dire que finalement, cette maréchaussée qui s'occupe si bien des militaires, des déserteurs, etc., ces missions vont être étendues au secteur civil, pour prendre en compte les vagabonds, les gens sans aveu, les récidivistes. C'est la justice votée. C'est-à-dire, ils jugent et ils exécutent dans la foulée. Et là, c'est la maréchaussée qui s'en occupe. Ça devient une force à vocation de police sur l'ensemble du territoire national. Et puis, pour terminer, ça sera Colbert, au XVIIe siècle, qui va décider de l'implantation de brigades de gendarmerie de 5 hommes autour de Paris, dans la périphérie, sur les relais de poste, les grands carrefours, et c'est le début du maillage de la maréchaussée. Et puis arrive 1780, la Révolution, et là, la maréchaussée est quand même un peu connotée Ancien Régime. Alors, est-ce qu'on garde la maréchaussée? Est-ce qu'on la garde pas? On décide de la garder, mais comment elle va s'appeler? Alors, on va pas garder l'ancien nom. Maréchaux, les hauts d'État, tout ça, ça disparaît. Alors, ça se termine comment? Ça se termine par une loi du 16 février 1791 qui dit la chose suivante. La maréchaussée portera désormais le nom de gendarmerie nationale. C'est vrai. Alors pourquoi? En fait, il y a 3 raisons. La première raison, c'est que, en 1788, la maréchaussée, on y reviendra plus tard, mais on n'a jamais su trop où la mettre dans le dispositif. Alors on la rattache à une force de cavalerie lourde qui s'appelle la gendarmerie, qui est dissoute par Louis XVI en 1788. Et puis finalement, on se dit, on va réutiliser, donc on réutilise le nom aussi, parce qu'il y a beaucoup d'officiers de la maréchaussée qui sont des anciens de cette gendarmerie, et puis c'est aussi la gendarmerie et l'auréolie de gloire dans un certain nombre de combats. Donc 3 raisons pour lesquelles la maréchaussée devient gendarmerie, vers les gens. Et
le déploiement de la gendarmerie se développe. Et il se développera jusqu'au milieu du XXe siècle, avec un maillage qui s'étendra avec 3500 brigades sur le territoire. C'est là où je me suis arrêté en février dernier. Alors vous allez me dire, où est la police? Que fait la police nationale? Alors, l'origine de la police nationale, elle est parfois un peu surprenante. En fait, bon, à Paris, au XVe siècle, on crée le guet royal, et puis des milices bourgeoises se mettent en place un petit peu partout, c'est le genre de petite police municipale, sous les ordres d'un lieutenant général de police, et qui est rattaché au secrétariat général de la maison du roi. Et puis, ils sont des polices municipales. Au XVIe siècle, on crée le grade de commissaire. C'est des commissaires qui sont mis à côté des élus dans les grandes villes de 5000 habitants, et à Paris, bien évidemment. On essaye de créer à un moment un lieutenant de police, mais ce lieutenant de police, la généralisation échoue. Mais on a toujours des polices municipales. Et puis on avance un petit peu dans le temps, on arrive au XIXe siècle. Au XIXe siècle, dans un premier temps, le maire n'est pas élu. En 1882, il sera élu. Mais les polices municipales sont sous l'autorité des maires localement. Et c'est là où on retrouve Jean Valjean et Javert le commissaire, à côté du maire, et puis qui dirige les gendarmes derrière. Mais c'est que les commissaires sont que des conseillers sécurité des élus. Alors de fait, il y a plusieurs centaines de polices municipales sur le territoire de la République. On parle de poussiérisation de la police municipale. Alors, poussiérisation, ça veut dire multitude de statuts, multitude d'uniformes, multitude de modes d'action. En fait, rien n'est centralisé encore. Il y a quand même une idée de nationalisation qui commence à faire son chemin. Et on voit par exemple que Lyon, en 1851, la responsabilité de la police nationale passe entre les mains du préfet. En 1935, ça sera l'Alsace, la Lorraine, la Seine-et-Marne, la Seine-et-Oise et l'Algérie qui passeront sous l'autorité des préfets. Mais ce sont toujours des polices municipales. Et on est en 1945. Et on arrive au deuxième confinement. Et là, quand Pétain prend le pouvoir, qu'il installe son État autoritaire et répressif, il a besoin d'un outil policier centralisé. Il a déjà la gendarmerie, mais la gendarmerie, bien sûr, est compétente partout à cette époque-là, mais dans les villes, notamment les grandes villes, c'est la police municipale qui fait un peu le boulot. Les enquêtes, c'est toujours la gendarmerie, mais il a besoin de plus. Et là, le 23 avril 1941, il nationalise toutes les polices municipales dans les villes de plus de 10 000 habitants. Et il installe la police d'État dans toutes les villes de plus de 10 000 habitants. C'est comme ça qu'est créée la police nationale. On verra pourquoi ils n'ont pas fêté les 80 ans de la police nationale en 2021, parce que c'est un petit peu compliqué. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nos amis policiers, ils disent que c'est plutôt en 1966. Pourquoi? Parce que la préfecture de police avait échappé, elle échappe d'ailleurs encore en rempart, avait échappé à la tutelle, en fait, du ministère de l'Intérieur, la tutelle. Et puis en 1966, elle rejoint le Giron, et là on parle de police unifiée. Donc vous verrez parfois, le ministère de la création, c'est en 1966. Toujours est-il que la police nationale, dans son ensemble, rentre dans le ministère de l'Intérieur. La gendarmerie est toujours au ministère de la Défense. Et la police au sein du ministère de l'Intérieur prend ses aises. Elle crée des offices centraux, elle se développe, c'est la grand-mère de la PJ, les grands flics, etc. Mais la gendarmerie, elle, reste un petit peu sur le côté du chemin. Alors qu'est-ce qui va se passer au début des années 2000 et comment la gendarmerie va-t-elle entrer au ministère de l'Intérieur? Titre évidemment provocant, de Carly aussi. Bon, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. En fait, ce qu'il se passe, c'est que la gendarmerie, on l'a vu, a toujours été totalement inclassable. On avait là, le connétable, les maréchaux, et puis après, enfin, c'est une force militaire qui remplit des missions de police. Enfin, c'est quand même un peu compliqué, avec la présidence des ministères, ministère de la Justice, ministère de l'Intérieur, ministère de la Défense. Enfin, c'est quand même une position un petit peu étrange. Mais même dans sa direction, la gendarmerie
a évolué au fur et à mesure du temps. C'est un gendarme qui chapeaute la gendarmerie dans les années 20 et les 30. Il est rattaché au bureau de la cavalerie, tout simplement. Et puis, de 33 à 43, ce sont des magistrats. Et puis, à partir de 43, c'est un colonel qui commande un bureau de la délégation générale des armées. Pourquoi? Enfin, voilà, la gendarmerie glisse là-dedans. Et puis après 47, ce sont des conseillers d'État et des magistrats qui vont succéder jusque dans les années 95, c'est un procureur, son nom, c'est tellement mauvais, ça s'appelait Bégal, et c'est du coup les magistrats perdent la direction de la gendarmerie. Et là, en fait, c'est un préfet. Alors, il faut savoir que jusqu'en 1981, la direction générale de la gendarmerie nationale s'appelait Direction générale de la gendarmerie nationale et de la justice militaire. On avait des tribunaux militaires à l'intérieur de la gendarmerie. Et puis donc, après, ce triste spectacle avec la justice, ça sera des préfets jusqu'en 2004, où là, c'est le général d'armée Barrère qui deviendra le premier directeur de la gendarmerie, gendarme général d'armée. Si vous posez la question après la conférence sur l'épopée du général Barrère, pour ceux qui étaient là à la première conférence, c'est un peu comme le général Radé. Vraiment, c'est intéressant. Mais bon, on est toujours au ministère de la Défense. Et au sein du ministère de la Défense, on a quand même une longue histoire militaire. Les batailles inscrites au rapport de la gendarmerie. Onskot, où apparemment on a sauvé la Révolution. Ville-Rodrigo, campagne napoléonienne. Taguin, c'est la fameuse charte du duc d'Aumale contre la salade d'Abdelkader, chère aux amateurs de Pierre Dac et des Francis Blanche. Et pour terminer, Sébastopol. Ça nous rappelle un petit peu à l'activité avec Malakoff. La bataille de Malakoff, elle doit d'ailleurs donner son nom à la ville de Malakoff par la suite. Et puis, dernière bataille, c'est Indochine. Indochine, 1947-1954. Il faut savoir que pendant cette période, sur les 14 000 gendarmes engagés, 700 ont trouvé la mort. C'est-à-dire 5% du contingent. C'est le plus fort taux, on dit, chez les militaires, d'attrition, des morts, des disparus, de toutes les armées. Armée de l'air, marine et armée de terre. C'est nous qui avons payé le prix le plus important en Indochine. Alors il n'y a pas l'Algérie sur le tableau, parce que déjà c'était une opération de maintien d'ordre à l'époque. Et puis il faut se souvenir qu'au moment d'Algérie, notre attachement militaire a souffert un petit peu, parce que il y avait le Chal, Jouot, Zeller et Salah. Bon, c'est nous qui les avons ratés. Bon, ça nous a pas mis copain avec pendant un temps les légionnaires pendant notre temps. Et puis cet attachement au ministère de la Défense, il passe aussi par l'école de guerre. Bon, moi j'ai fait l'école de guerre, les opérations avec l'OTAN, je suis allé avec l'OTAN, les opérations extérieures, que ce soit au Liban, que ce soit au Kosovo, en Bosnie, etc. On était là-dedans, on était avec un vrai engagement militaire. Mais il y a un gros problème derrière tout ça. C'est la non-exécution des lois de programmation militaire. Donc on paye quand même un petit peu la mission aujourd'hui. L'appauvrissement de nos forces armées. La gendarmerie est dans le ministère de la Défense. Et elle subit le contre-coup de tout ça. Le budget, il n'est pas séparé du reste. C'est le budget de la Défense qui va payer les augmentations d'effectifs, etc. Et on commence à souffrir de manière particulièrement préoccupante. Vous vous souvenez, vraisemblablement des grognes, gendarmerie. 1989, on a fêté le bicentenaire. 1989, les gendarmes, je dirais, ça sort dans les médias, on est vraiment en difficulté parce qu'on n'a plus les moyens. Parce que nous qui logeons les gendarmes et les familles, ces familles vivent dans des conditions déplorables. Vous ne pouvez pas imaginer. Douches collectives, WC sur le palier, des bâtiments du 17, 18, 19e siècle qui sont dans un état déplorable. La gendarmerie souffre sous la tutelle du ministère de l'Intérieur parce que les lois de programmation militaire ne sont pas appliquées. Encore une fois, vous avez remarqué qu'elles étaient depuis 2017. Les leçons sont et ça, c'est une. Alors, Grogne en 89, mais Grogne aussi en 2001. En 2001, c'était surtout parce que, j'y reviendrai, les lois horribles viennent de s'appliquer avec les 35 heures à la police nationale. Nous, nos gendarmes, ils travaillent 50 heures. Et là, et les policiers venaient d'avoir une augmentation indiciaire dont nous ne bénéficions pas. Car nous sommes encore une fois dans un ministère. Et puis, dans le même temps, non seulement on souffre, mais les syndicats policiers sont vraiment à l'offensive.
Ils sont à l'offensive contre la gendarmerie, à l'époque pour le bruit, que l'Europe a décidé qu'il ne pouvait plus y avoir de force de police à statut militaire. Il y a vraiment des combats importants, mais la gendarmerie ne peut pas répondre. Enfin, nous, on n'a pas de syndicat, et personne ne se défend trop à l'époque. Alors finalement, on s'est dit que bouger sur le ministère de l'Intérieur, vous pouvez revenir après, parce que bon, celui qui prend la décision, vous connaissez bien. Bouger dans le ministère de l'Intérieur, finalement, ça serait facile. Bon, bien sûr, les syndicats continuent à nous reprocher d'avoir des logements gratuits, des décorations, etc., mais bon, et puis la gendarmerie belge vient de fusionner avec la police nationale, c'est en 2001. Finalement, c'est le président de l'époque qui se souvient bien de la gendarmerie. Encore une fois, je pourrais y revenir pendant les questions, donc je ne m'étends pas trop là-dessus. Quand le budget de la gendarmerie en 2004 passe au ministère de l'Intérieur, suite à la décision et à la demande du ministre de l'Intérieur, je vous dis, c'est Sarkozy. Bon, donc qui fait bouger le budget, finalement, on n'y voit pas que des inconvénients. Et puis le 3 août 2009, la gendarmerie intègre le ministère de l'Intérieur. C'est le premier texte législatif pour la gendarmerie depuis 2 siècles. Le dernier datant du 28 Germinal en 6. Bon, c'est 1798. Bon. Et celui-ci va régler une grande partie des problèmes. Une grande partie des problèmes, et le bilan est particulièrement positif. Alors certes, dans un premier temps, les Cassandres pensent que la gendarmerie va peser. On prend des militaires qui travaillent 40-45 heures par semaine, on est avec des policiers 35 heures, chez les civils, avec des militaires, les cultures ne sont pas pareilles, etc. La gendarmerie va peser. Il n'en est rien. Il n'en est rien. Non seulement on sort d'un carcan qui commençait à nous étouffer au sein du ministère de l'Intérieur, mais ensuite, on est là en position de montrer vraiment de quoi on est capable. Et c'est vraiment ce qui va se passer. Et en fait, cette force qui avait l'air immobile s'est montrée particulièrement dynamique et vraiment force de proposition à l'intérieur du ministère de l'Intérieur. Et puis, disons-nous les choses. C'est confortable pour le politique d'avoir une force. Une qui est syndiquée, qui va avoir ses droits. Je ne suis pas contre les syndicats, mais bon, elle va avoir ses droits, etc., qui est parfois un petit peu rebond, qui pourrait, si elle était seule en position de monopole, tordre le bras du gouvernement, mais il y en a une autre à côté, qui elle est légaliste, avance, puis parfois en ayant pris, pour la Deuxième Guerre mondiale, mais avance et est légaliste, et remplit la mission. De manière anecdotique, vous savez tous ce que c'est que la villa aux gens, c'est la villa du président de la République. Au début, c'était en zone police, c'est la police qui assurait la sécurité. Là, les syndicats ont dit, bah, c'est pas normal, les conditions d'hébergement, des CRS, bon, la responsable pour aller voir, bon, puis ils se sont la gendarmerie, ils ont dit, vous voulez pas le faire? Ils ont dit, si. Et on l'appelle, c'est un des plus beaux porte-de-voix. Et on est tout à fait enchanté. Pour vous dire que le fait d'avoir de force au sein de ce ministère a équilibré pas mal les choses, et je dirais, pour les politiques, c'est quand même un intérêt particulier, et on le sait. Alors, en parallèle, c'est en fait le ministère de l'Intérieur. Alors que la police nationale avait, depuis 1945, créé 10 offices centraux. Office centraux de la répression de banditisme, de la lutte antiterroriste, de la coopération internationale, etc., etc. La gendarmerie n'avait rien créé. Après notre entrée, on a décidé de créer un certain nombre, avec l'aval des autorités, d'offices centraux. Office central de lutte contre le travail illégal, office central de lutte contre la délinquance itinérante. Donc on a mis les gens du voyage, c'est ce que ça veut dire. Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la sécurité publique, tous les scandales sur les médicaments, etc. C'est dans cet office central, dont la gendarmerie est responsable, que ça se fait. Et puis l'office central aussi des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Et ce qui fait que sur les territoires en opération extérieure, on peut déposer plainte auprès de la France, et cet office central, lui, notamment les viols de masse, comme une arme de guerre, c'est cet office central qui traite de ces questions. Alors, guerre des polices ou pas guerre des polices? Non. Il y a une paix des mois qui s'est installée avec la police nationale. Le problème le plus prégnant, c'est drôle, je m'étais promis pour l'utiliser, aujourd'hui, c'est une guerre interne à la police nationale.
Vous voyez en filigrane, quand vous avez le RAID qui intervient, et à Paris, la brigade rapide d'intervention, la BRI, vous avez la BRI de la police, de la préfecture de police, et le RAID. Préfecture de police et police nationale. Vous avez aussi des tiraillements en matière de police judiciaire, entre la direction centrale de la police judiciaire et la sécurité publique, qui elle aussi conduit un certain nombre d'enquêtes, comme la police de l'air et des frontières. Mais dès que ça dépasse un certain niveau, on dessaisit, en fait, la police de l'air et des frontières et la sécurité publique pour filer ça à la PJ. Ça crée des ressentis. Et c'est aujourd'hui plus à l'intérieur de la police nationale que des questions se posent. Alors, ce premier chapitre, nous avons montré que l'outil policier était aujourd'hui en ordre de bataille au sein du ministère de l'Intérieur. Ce deuxième chapitre va aborder l'état et le fonctionnement interne de cet outil. En fait, la police nationale, je le disais tout à l'heure, est une nouvelle institution. Nous, on a 7 siècles d'histoire. Eux, ils ont 80 ans. Donc, il faut encore qu'ils se réorganisent et nous verrons en quoi cette réorganisation historique de la police nationale consiste. Et dans un deuxième temps, nous verrons si cette structure duale est solide et peut s'annoncer à des effectifs suffisants pour faire face à la mission. Et nous verrons quelle a été l'évolution de ces effectifs et pourquoi, éventuellement, nous rencontrons un certain nombre de problèmes dans certaines parties du territoire de la République. Tout d'abord, la réforme de la police nationale. Encore une fois, c'est très actuel. Cette réforme va être mise en place à la fin de l'année. Alors, première chose, au sein de la police nationale, il existe 3 corps. Le corps de conception, commissaires, contrôleurs généraux, etc. Le corps d'encadrement et le corps d'exécution. 3 corps qui sont particulièrement étanches. Et ça, c'est le premier problème de la police nationale. Il est quasiment impossible pour un gardien de la paix d'accéder au grade des plus élevés. Moi, je commandais comme l'adjudant de la gendarmerie d'outre-mer. J'étais général 4 étoiles. Mon successeur, le général 4 étoiles, avait lui commencé gendarme en brigade et avait bénéficié d'une promotion sociale qui l'a emmené au plus haut niveau. 90% des officiers en gendarmerie aujourd'hui sont d'anciens sous-officiers. Tout ça n'existe pas dans la police. Et on le voit bien, il suffit de regarder les syndicats policiers. Vous avez un syndicat pour la base, le peuple, puis un syndicat pour les officiers de police, et puis un syndicat pour les commissaires, qui se tirent vraiment en les balles. Où est l'esprit de corps? Et ça, c'est vraiment un sujet sur lequel la police nationale va devoir travailler. Ils ont commencé un petit peu. Ils ont fait une école commune avec les officiers de police et les commissaires pour créer du lien, pour qu'ils se rapprochent, pour que... Mais il y aura beaucoup de travail à faire de manière à assurer la cohésion du corps policier. Mais le plus gros problème, c'est pas celui-là. Le plus gros problème, c'est l'organisation de la police nationale. La police nationale, depuis l'origine, est organisée en silos, en direction. On dit en tuyau. La direction centrale de la police judiciaire, la direction centrale de la sécurité publique, la direction centrale des renseignements généraux, maintenant renseignements territoriaux, la direction centrale de la police de l'air et des frontières, la direction centrale de la sécurité du territoire. On a une multitude de directeurs. C'est l'armée mexicaine. Il y a des généraux devant. Mais c'est un vrai problème. Car là aussi, c'est très étanche. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, parfois un petit peu en conflit. Et c'est sur ce point que le gouvernement actuel a décidé de travailler. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2000 ? L'outre-mer a connu un certain nombre de crises à partir de 2017. Arrivée du nouveau gouvernement. 2017, crise de l'ouragan Irma. 2017, crise en Guyane, qui dure pendant 1 mois et demi, avec des manifestations, des affrontements très durs sur le territoire. 2018, crise à Mayotte. Crise à Mayotte, des bloqueurs de route, des jeunes de bandes, des bandes de jeunes armés attaquent les gens qui passent. Enfin, c'est vraiment... Et j'étais, moi, sur ces 3 événements. Pendant ces 3 événements, et on va pas en dire un. Ce qui se passe, c'est que des organisations totales, ouragan, etc. Et là, les autorités arrivent et disent, bon alors, et là, il n'y a plus de... On l'a pas fait, vous avez tous pris la bombe. Hein, bon. Mais sur place, les seuls qui ont été capables d'organiser le dispositif, ça a été les gendarmes. On a mis en place un réseau radio tout de suite. Il y avait une unité de commandement, etc. Et puis,
je vais vous donner un exemple simple. Moi, quand je commandais la Guyane, dans les années 2013, la première réunion avec de sécurité avec le préfet, qui est devenu un ami par la suite. Première réunion. Et là, le préfet dit, bon, la gendarmerie, qu'est-ce que vous avez à dire? Voilà, tant de migrants clandestins interpellés, sur leur paillage illégal, il se passe ça, tant d'homicides, la délinquance, machin, etc. Ok. Bon, alors, monsieur le directeur départemental de la sécurité publique, vous. Alors bon, voilà, nous, on a eu tant d'homicides, on a fait les attendez, ça ne correspond pas aux chiffres que j'ai. Ah oui, mais parce qu'il y en a, c'est pris par la PJ. Mais pourquoi je ne sais pas? Parce que ça remonte à la PJ au niveau central. Il dit, mais si je veux savoir ce qui s'est passé, ah ben là, il faut interroger la PJ de Guyane. Mais ils ne sont pas, ah ben non, séparation. Et on continue. Immigration, pareil. Ah non, ben là, nous, c'est les nôtres, mais après, c'est la police de l'air et des frontières qui gère les. Alors, il faut que je convoque qui? Alors, on s'est retrouvé avec un gendarme qui, lui, maîtrisait l'ensemble du spectre, et puis 4 responsables policiers qui, eux, à chaque fois, racontaient leur. Et ça s'est reproduit pendant la crise en Guyane, ça s'est reproduit pendant la crise en Guyane. Et là, certains se sont dit, ça suffit. Et donc, ce qui se passe, ce qui s'est passé dans la foulée, entre 2019 et 2021, il y a eu une expérimentation en Guyane, 2022, une expérimentation dans l'Hérault, une expérimentation dans le Loing, une expérimentation et dans le Calvados. Expérimentation de quoi? En fait, de mettre en place le système gendarmerie dans la police, au niveau des départements. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que le directeur départemental de la police nationale, changé de nom, aura autorité sur tous ces services. Ça paraît tellement évident. Même à vous, vous dites, c'est pas possible, ça ne peut pas arriver à vous. Eh bien si, c'était ça. Le directeur départemental de la police, sur un département, ne maîtrisait pas l'ensemble des problématiques de son département. Et tout ça va changer, parce que malgré l'opposition de certains syndicats de police et la création d'une association nationale de la police judiciaire, elle essaie de garder la police judiciaire comme un sanctuaire pour la police nationale, et l'opposition de certains syndicats de magistrats, dont je reparlerai tout à l'heure, notamment le syndicat de magistrature, qui lui voulait intégrer toute la police judiciaire, police et gendarmerie à l'intérieur du ministère de la Justice, tout ça n'a rien fait, et la réorganisation se mettra en place à la fin de l'année. C'est vraiment une révolution à l'intérieur du service, du dispositif français. Et puis un petit mot sur les effectifs. Là, je vais être un petit peu plus. Ce que vous voyez sur le tableau, c'est un diagramme un petit peu ancien, mais comme c'est Antoine qui m'a donné, je l'ai gardé comme une icône précieuse, et donc je l'ai quand même figuré là, il va me servir. En fait, grosso modo, actuellement, on a, bon là je vais vous donner les chiffres, hein, on ne peut pas y échapper, c'est comme pour la délinquance tout à l'heure, on peut pas. On a 330 policiers et gendarmes pour 100 000 habitants en France. C'est juste au-dessus de la moyenne européenne. À titre de comparaison, en Allemagne, c'est 300 pour 100 000 habitants, en Italie, 450, en Espagne et en Belgique, 360, en Autriche, 340, et la Grèce, la Croatie et le Portugal sont supérieurs à 400. Enfin, donc on est dans la moyenne au niveau européen. Mais, quand vous regardez le graphe, on n'était pas dans la moyenne. On était au-dessus de la moyenne. Avec l'Espagne, l'Italie, etc. Mais il y a une raison à tout ça, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Alors, tout ça, ça va être vite, parce qu'en fait, dans ces graphes, on ne fait pas apparaître ni la loi, ni la sécurité privée, j'en parlais tout à l'heure, il y a quand même 120 000 agents de sécurité privée, ni les polices municipales, 24 000 au niveau national. Et c'est en train de grossir. Alors, parlons un petit peu du taux de confiance. Alors, en parallèle, le taux de confiance n'est pas trop mauvais. Pour la police, on est à peu près à 70, c'est bien inférieur dans un certain nombre de pays européens, comme en Allemagne, par exemple, 64%. Actuellement, en Italie, 58%, en Suède, 71%, aux Pays-Bas, 66%, etc., etc. Au Danemark, c'est presque 80%, alors que eux, contrairement à nous, ont que 180 000 policiers pour 100 000 habitants. Je vous dis, la France, c'est différent. C'est pas pareil. En fait, faut faire attention à ces taux de taux de confiance. Donc ça peut varier. Et ça a varié sur les 2 ans qui viennent de s'écouler. Après les Gilets jaunes, c'était plouf. Après les événements d'été, c'était paf. C'est varié. Mais, globalement, le taux de confiance est satisfaisant en France. Alors, il y aura toujours des opposants. On n'y reviendra.
Alors, l'histoire de ces effectifs, il est important d'avoir. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a ce creux? On était parmi les 4 premiers, puis après, on est tombé. Il s'est bien passé quelque chose. En fait, il s'est passé 2 choses. La première, ça concerne uniquement la police nationale. Ce sont les lois, les 35 heures en ligne. Pourquoi? C'est tout simple. En fait, du jour au lendemain, la police nationale, qui était à 143 000, a perdu 10% de son effectif, de 35 à 39. Et globalement, a perdu 10% de présence sur le terrain. Alors certes, à l'époque, on a dit oui, mais tout ça, ça va être compensé, il va y avoir des augmentations d'effectifs pour rattraper. À la fin de la période, en 2007, il en manquait au moins 4 000 à l'appel. 4 000 à l'appel, et là, ça veut dire qu'il faut quand même occuper le terrain. D'où recours à des heures supplémentaires. Vous avez entendu le problème des heures supplémentaires, parler des heures supplémentaires dans la police nationale. On va y revenir dans 2 minutes. Mais là, déjà, le processus s'avance. Et les heures supplémentaires, soit on les paye, soit on les récupère. Bon, les payer, ça coûte. Vous allez voir combien ça risque de coûter. Ou alors on les récupère. Et si on les récupère, les gens ne sont plus sur le terrain. Et là, on commence à amorcer une spirale infernale qui va trouver finalement son aboutissement à partir de 2007. C'est le deuxième coup de rapport. C'est la mise en place de la réforme générale des politiques publiques. Le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2. Et là, ça va être absolument dramatique pour les forces de sécurité. Nous allons, à la fin de ce quinquennat, qui commence en 2007 et qui finit en 2012, nous allons être dans une situation catastrophique en matière de sécurité. Juste quelques éléments. On parlait des heures supplémentaires. C'est la Cour des comptes qui dit la chose suivante. Toute récupération cumulée, il s'agit de 50 millions d'heures supplémentaires, c'est actuel, soit un coût potentiel de presque 1 milliard d'euros, soit 9% des dépenses de personnel de la police nationale. En emploi temps plein, cela représente 31 000 fonctionnaires. C'est-à-dire là, si on voulait le faire, on perdrait 31 000 fonctionnaires dans la police nationale. C'est ça le problème des heures supplémentaires dans la police nationale. Mais on ne peut pas les payer, ça coûterait une fortune. Du coup, on récupère des heures. Et là, le delta qu'on va en emploi temps plein et emploi temps plein travailler, il est en grande partie dû à ça. Dû au fait que les policiers doivent récupérer ces 50 millions d'heures supplémentaires, car on ne leur paiera pas. Ou alors, ils partent en retraite 2 ans, 3 ans, ou 4 ans, avant la limite d'âge, pour pouvoir récupérer toutes ces journées qu'ils n'ont pas pu prendre lorsqu'ils étaient encore en activité. Ils sont encore en activité, ils travaillent tous. Et donc là, on a... Alors permettez-moi de vous dire que cette décision, après les lois Aubry, et surtout la RGPP, nous a mis en difficulté et nous a fait perdre le terrain. Je ne dis rien. Le développement des zones, de l'endroit, et le fait qu'on a perdu le contrôle d'un certain nombre de territoires. Et bien on a commencé vraiment à perdre le contrôle des territoires à cette époque-là. Et aujourd'hui, on est en train, et on verra des homicides, ce qu'on appelle des narcomicides, l'évolution des narcomicides entre 2013 et 2023. Vous verrez que ça envoie quand même des signes. Alors, depuis 2017, vous allez vous dire, il fait la rota pour le gouvernement actuel. Mais bon, il faut reconnaître les choses. Application des lois de programmation militaire, et puis augmentation d'effectifs. Sur le premier quinquennat, plus 10 000. Plus 10 000, bon, ils n'ont pas été sympas avec nous, parce qu'ils ont fait plus 7 500 pour la police, plus 2 500 pour la gendarmerie. Là, on leur a dit, est-ce que vous savez que les 2 tiers des augmentations de population, c'est dans les zones gendarmeries, dans les zones périurbaines, les petites villes de province, c'est dans la ruralité? Ah, on n'avait pas vu ça. C'est vrai que nous, on n'avait pas d'anciens policiers qui étaient, pas ministres, mais députés à l'Assemblée, alors que les policiers en avaient. Donc là, on s'est fait un peu. Mais là, sur le deuxième quinquennat, c'est plus 8 500. Au total, ça fait plus 18 000 quand même. Plus 8 500, mais là, c'est 4 000 gendarmeries, 4 000 policiers. Donc ça, d'où l'intérêt de l'intégration au sein du ministère de l'Intérieur. Alors, ce nouvel élan était bien vu. Il va nous faire récupérer à peu près le niveau qu'on avait avant la mise en place de la RGPP. Ça veut dire qu'on est encore un petit peu, vous l'avez vu, on est descendu dans le classement, il n'y a pas de mystère. Il va falloir récupérer ces effectifs sur le moyen long terme.
Alors oui, bon, j'ai mis là une petite mention, à savoir que le ratio de 1941, à savoir police nationale dans les villes de plus de 10 000 habitants, a changé en 1996. On est passé maintenant à 20 000 habitants. Et aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose, parce que vous prenez une ville comme Saint-Paul, sur l'île de la Réunion, c'est 100 000 habitants. C'est sous la responsabilité de la gendarmerie. Prenez encore Outre-mer, je connais pas mal, à Saint-Laurent-de-Maroni, 60 000 habitants, sous la responsabilité de la gendarmerie, etc., etc., etc. Donc c'est les ratios, mais c'est un petit peu fluctuant. D'ailleurs, à l'époque, on avait entre 2003 et 2007, on avait mis en place un processus d'échange de circonscriptions, qui a bien fonctionné. Jusqu'en 2007, il y a eu en tout 350 échanges mutuels de population. Mais ça s'est arrêté en 2007. Bon, la police avait pas trop ça. Comme ils étaient assez copains avec le président de l'époque, finalement, on a arrêté le tout. Et il n'y a jamais eu de, vous savez, quand on met en place une politique publique, on fait un audit après pour savoir si ça a été bien, etc. Là, j'avais jamais eu d'audit. Mais nous, on sait très bien que tous les maires qui sont passés en toute gendarmerie sont très contents. J'en dis pas plus. Hop, voilà. Alors passons après la vision qu'on peut avoir maintenant de l'outil sécuritaire, son origine. Là où on est actuellement, avec une police qui est en train de se réorganiser, une gendarmerie qui est contente dans le ministère de l'Intérieur, je le répète. Peut-être est-il temps maintenant de regarder un petit peu ce qui se passe en matière d'enjeux, de moyen long terme, en matière de politique de sécurité intérieure sur le territoire. Et tout d'abord, principalement, ce qu'on voit revenir de manière récurrente, la mise en cause du maintien d'ordre à la française, est-ce que c'est normal de faire ci, de faire ça, etc. Est-ce que c'est normal d'utiliser des armes? Est-ce que c'est normal que la police soit, de temps en temps, en recours à une violence qui, malgré tout, est légitime, d'après le texte? Et puis, après cette étude du maintien d'ordre à la française, nous regardons un petit peu que traduit l'évolution actuelle de la délinquance. Et puis, pour terminer, bon, je vous dis, on va parler un peu de la justice. Alors, encore une fois, il y a une relation de la population française un petit peu particulière à l'ordre, à l'autorité. On est vraiment très atypique. Moi qui me suis baladé un petit peu partout, je suis très et encore. Et cette relation un petit peu particulière, elle n'est pas récente. Ah, ce bon genre, on ne s'en lasse pas. Quel poète. Mais, déjà, vous voyez, au travers des termes, quand même, que, je l'adore, que, bon, sous la forme de Maccabée, aussi, et puis la fin de la chanson, ça se termine un petit peu sur le même registre que le gorille. Vous voyez, c'est, on aurait fait couper les choses, par ailleurs, il en avait pas. Enfin, voilà, c'était un petit peu brutal. Enfin, à partir des années 90, on garde le même registre, mais là, on rentre dans les années 20. Et là, pour ceux qui se souviennent de ce film culte, La haine, avec cette chanson,
le sacrifice du poulet. Là, c'est énorme. Vous allez voir qu'il se passait vraiment quelque chose dans la société française au début des années 90. Ils ont été condamnés à 250 000 francs à l'époque d'amende, mais là, on entre vraiment dans une ère de brutalité, de répression, d'ensauvagement de nos sociétés. Aujourd'hui, les mises en cause se multiplient, on le voit bien. Principalement lors des manifestations récentes, ayant donné lieu à des confrontations, notamment pendant l'été, on l'a vu. Et on a le droit désormais à la police tue, brandie comme un étendard par certains partis politiques. Et puis, on a une partie de la population qui s'étonne que des policiers dans une voiture qui se font tabasser, etc., qu'il y en ait un qui sortent avec une arme parce qu'il sent sa vie menacée. On s'étonne. Il y a vraiment des sujets sur lesquels je reviendrai dans quelques minutes qui posent la question. Alors, parlons un peu du maintien d'ordre et un petit peu sur son origine. En fait, le maintien d'ordre, c'est une spécificité française, une vraie spécificité française, qui part d'un constat. Et ce constat, c'est un constat d'échec, c'est celui de l'inadaptation des armées à gérer les conflits sociaux et les manifestations à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Quelques exemples. 1848, crise hyper rigoureux, problème de céréales, le peuple gronde, un mort le 23 février, et puis c'est le début de l'insurrection, et là la troupe Charles, 52 morts. 52 morts, les émeutes se poursuivent, application de Louis-Philippe, gouvernement provisoire de Lamartine, et proclamation de la République. 1871, la Commune, là aussi, Thiers veut désarmer les Parisiens, qui refusent. Thiers va se réfugier à Versailles, et l'armée versaillaise déboule sur Paris. 30 000 morts. 30 000 morts. La troupe à Charlie. 1891, pareil, un maintien d'ordre à Fourmi. La troupe est requise par le préfet, deux compagnies qui sont prises à partie, ils tirent, 9 morts. Et puis 1907. Bon là, ça nous rapproche un peu de la région. 1907, la Nicole, manifestation de 600 000 personnes à Montpellier, 34 régiments mobilisés, des régiments de conscrits, mobilisés pour assurer le maintien de l'ordre, arrestation des meneurs, le 20 juin, la troupe tire, le lendemain, le 17e de ligne, se multiplie et marche vers Béziers. Alors, effectivement, il y a un problème. Et donc, on arrive au début de la Première Guerre mondiale. Au sortir de la Première Guerre mondiale, en fait, le maintien d'ordre est géré par 3 entités. Comme on l'a vu, le préfet, la gendarmerie, qui est les effectifs peu, qui, quand ça dégénère, on fait appel à la. Alors là, devant le risque de mutinerie, c'est tout, comme on l'a vu en 1907, et puis aussi, de manière à préserver une armée de terre qui s'est auréolée pendant le premier conflit mondial, le gouvernement décide de créer une troupe chargée de la gestion des troupes, une troupe spécialisée. Et on crée 111 pelotons de gendarmerie, de manière, et c'est la naissance du maintien de l'ordre, de manière à pouvoir gérer les manifestations. Ils seront en 1939 21 000 gendarmes engagés dans cette mission. Et puis création des compagnies républicaines de CRS. Les CRS seront créées en 1944 par le général de Gaulle, après la dissolution des fameuses groupes mobiles de réserve, c'était un peu illustré sur le plateau de Gruyère, et dissolution et création des compagnies républicaines de sécurité. Il y a aujourd'hui 62 CRS et 110 escadrons de gendarmerie mobile. À titre info, il y en avait 125 avant la mise en œuvre de la réforme générale des politiques publiques. Nous avons dissous 15 escadrons de gendarmerie mobile qui aujourd'hui font des cours sur le terrain et qu'on est en train de recréer. Alors juste une petite incision sur quand on dissout un escadron de gendarmerie mobile, c'est 120 familles qui habitent dans une grande caserne avec des installations, avec des garages, avec et quand on dissout, il faut supprimer tout ça, on revend les promoteurs, mais après quand on recrée, ça coûte très très cher de recréer des escadrons de gendarmerie mobile. Le processus est engagé, mais il va prendre du temps. Mais nos forces de maintien d'ordre ont été, elles aussi, considérablement réduites pendant la RG. Alors parlons un petit peu doctrine.
parce que c'est ça qui est mis en cause, finalement, actuellement, dans les médias. Bon. En fait, la doctrine du maintien de l'ordre a toujours évolué depuis les origines entre le contact et la mise à distance. Avant les années 60, c'était le contact qui était privilégié, jusqu'à la fin des années 60. C'est-à-dire, c'était la bataille en bois. Donc, il fallait, blessures graves, etc. Et donc là, on était vraiment dans la mêlée ouverte, hein, entre manifestants et forces de l'ordre. Parfois, forces de l'ordre qui étaient la chambre, enfin, jusqu'au début. Et puis, après 1968, il y a un préfet de police de Paris, après les émeutes, après c'était passé, le nombre de blessés, les morts, enfin bon, a mis en place une doctrine. Cette doctrine avait trois volets. L'utilisation de l'unité professionnelle, ça c'était fait, mais ça n'a pas toujours été fait. On y reviendra tout à l'heure. Un emploi proportionnel de la force, et surtout la mise à distance des manifestants, notamment les plus vieux. Alors pour les mettre à distance, il n'y a pas 50 solutions. Hein, c'est pas leur dire, force à la loi, restez là-bas. C'est pas comme ça que ça marche. Ceux qui veulent aller au contact, on y reviendra tout à l'heure, s'approchent. Pour les mettre à distance, on peut tirer, on peut envoyer des lacrymogènes. Bon, ils sont parfois aussi bien équipés que nous, voire mieux. Ceux qui pouvaient les tenir à distance, c'était les tirs de lacrymogènes, mais avec un effet de souffle. Et c'est là où, vraisemblablement, s'est posé le problème. On est en 68, mise en place du maintien à distance, et puis dans les années 70, ça se relâche un petit peu. C'est-à-dire qu'on va plus au contact, parce qu'il y a des groupes de casseurs qui s'impliquent dans les manifestations, notamment sur Paris, et là, il faut rentrer dans les manifestations pour aller choper les casseurs, etc. Et puis, on développe des outils un peu particuliers, comme les voltigeurs. Les voltigeurs sur les motos, avec un policier derrière et un bâton. Et puis, c'est l'affaire en 1986, Maliko-Civil. Maliko-Civil, les voltigeurs sont supprimés, et on repart sur le maintien à distance des manifestants. Et là, il y a une autre date. Cette autre date, c'est 2014. 2014, c'est Sivens. À Sivens, un jeune manifestant écologique, botaniste de 21 ans, participe aux manifestations et en pleine nuit, il y a un peu de harcèlement sur les forces de gendarmerie. Un gendarme envoie une grenade offensive, parce qu'on était doté de grenades offensives pour maintenir les manifestants à distance. Malheureusement, cette grenade offensive, le hasard veut qu'elle tombe entre le dos du jeune homme et son sac. Elle explose, colonne vertébrale brisée, il meurt sur le dos. Dès le lendemain, les grenades en explosion, donc grenades offensives, ont été retirées du château. 4 ans plus tard, ce sera le tour des grenades légères que nous pouvions envoyer, et qui elles aussi avaient une charge explosive à l'intérieur, que nous pouvions envoyer pour tenir les manifestants à 100 ou 150 mètres, notamment les plus violents. Et c'était à l'époque le seul truc. Depuis lors, on voit bien qu'avec la disparition de ces capacités de tenir les manifestants les plus violents à distance, notamment les Black Blocs, qui eux viennent au contact. On va pas sauter, je pense qu'on l'aura sur le prochain. Qui viennent au contact, avec, vous l'avez vu, des équipements, des parapluies. Vous savez pourquoi ils avancent avec des parapluies? C'est pour pas être filmés, en fait, par les forces. Et pourquoi ils ont des raquettes aussi? C'est pour renvoyer des fumigènes sur les forces. Mais bien au-delà, ils sont hyper organisés, au niveau des moyens radios, au niveau des équipements, casques, masques à gaz, parfois, encore une fois, mieux équipés que nous. Et puis, ils ont l'initiative. À Sainte-Soline, on l'a bien vu, les véhicules de gendarmerie, ils ont porté feu spontanément. Il a fallu envoyer dessus des cocktails Molotov, qui ont été tirés à 10-15 mètres. Le problème, c'est qu'on aimerait bien nous être toujours dans la stratégie du maintien à distance, mais on voit bien qu'avec la suppression d'un certain nombre de capacités, on ne peut plus maintenir ces manifestants à distance. Ce qui fait que, vraisemblablement, on va se retrouver dans des configurations Sainte-Soline, et on l'a vu pendant les manifestations de l'été, où on va revenir au contact des manifestants, ce qui est la pire des choses. Mais de fait,
on ne pourra pas l'éviter. Alors, en résumé, pour le maintien de l'ordre, on a un nouveau type de mobilisation. On a des casseurs, des black blocs, des gens qui veulent tuer du flic, clairement. Enfin bon, ils le disent, de toute façon, les black blocs, vous n'avez qu'à voir la doctrine. La doctrine, c'est l'attaque systématique de tous les biens liés au capitalisme et de tous ceux qui les font. Donc c'est l'agression systématique. Les mobilisations longues, comme les zones à défendre, qui prennent énormément de temps, qui mobilisent énormément d'énergie. Il y a des fois où, encore une fois, on a perdu 15 escadrons il n'y a pas si longtemps. Et puis la disparition progressive de tous les moyens de tenir les manifestants à distance. Il y a une association qui est très très violente, qui s'appelle Désarmer, et qui ne disent qu'une chose, c'est à désarmer les forces de sécurité. On peut se demander pourquoi. Enfin, l'agenda est clair. D'où aujourd'hui, comme je le disais, l'obligation d'être en contact avec des images qui nous ont choqués sur Sainte-Soline et qui nous ont choqués pendant les manifestations de l'été, notamment au mois de juin. Vous avez vu qu'il y a eu une réunion hier, je crois, à Paris, pour, avec les maires, discuter un petit peu de ce qui s'était passé pendant les événements du mois de juin. Alors certes, on nous dit aujourd'hui, oui, mais on met en place un schéma national de maintien de l'ordre pour... certes, mais ce schéma national de maintien de l'ordre, il dit juste qu'il faut protéger la presse. Il dit aussi que pour l'engagement, on entend parler de la NAS, pour l'engagement des manifestants les plus violents, il faut réglementer, il faut... le problème, c'est qu'on s'affaiblit au moment même où l'opposition devient de plus en plus violente, et nous allons voir dans le chapitre suivant sur l'évolution de la délinquance. Alors, les évolutions de la délinquance, encore une fois, il faut rester prudent. Moi, je me suis inspiré de ce qui sort des statistiques, du service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Voilà. Si ça vous intéresse, éventuellement, Antoine, on pourra diffuser ça sur les ondes. Voilà. Alors, il faut être vigilant face aux statistiques. Cet outil statistique, d'ailleurs, date d'une dizaine d'années, c'est-à-dire qu'avant, mais c'est vrai, c'était quand même parfois un petit peu aléatoire. D'autant plus qu'il y a un certain nombre de faiblesses, parfois pour le suivi statistique, notamment sur le long terme. Alors, les évolutions du cadre législatif, exemple, en 2012, le séjour irrégulier n'est plus un délit. Donc, ça devient une contravention. Donc, ça disparaît des statistiques de criminalité. Disparaissant des statistiques de criminalité, les criminalistes sont effondrés de plusieurs dizaines de milliers de faits en une journée, avec ce dispositif. Donc, ça peut avoir un effet sur les statistiques. Deuxième chose, les priorités politiques. On voit bien sur les stupéfiants. Actuellement, il y a un effort qui est fait sur les consommateurs. On verra tout à l'heure que ça a un effet, effectivement. Puis il y a l'effet de société. On le voit bien avec MeToo, l'affaire Weinstein, et la libération de la parole. Aujourd'hui, sur tous les sections. Et puis il y a aussi, de manière un peu plus perfide, l'action des services enquêteurs. Dans les années 2012, où il y avait une espèce de course au numéro qui s'était mise en place, notamment pour les chiffres de la délinquance, certains services se sont dit, bon, finalement, le cambriolage, il y a 50% des cambriolages où il n'y a pas de préjudice, autre que la serrure qui a été cassée. Finalement, un cambriolage où la serrure cassée, finalement, c'est une dégradation, c'est une contravention, c'est plus un délit, c'est pas un cambriolage. Donc c'était là, à cette époque-là, devenu une petite variable d'ajustement des statistiques de la délinquance. Donc tout ça, il faut le prendre quand même avec beaucoup de prudence, mais généralement, maintenant, on a quand même des statistiques qui sont bien consolidées. Alors un certain nombre de faits les plus marquants, tout d'abord les homicides. Alors les homicides, il faut savoir que l'évolution des homicides, c'est à peu près stable, on est toujours au niveau de 1000 homicides par an en France, c'est-à-dire 3 à 4 par an, c'est ce que ça dit. Dont 29% au sein des familles et 15% des homicides qui sont des violences involontaires qui ont malheureusement dégénéré. Et puis il y a également l'évolution, j'en parlais tout à l'heure, des narco-homicides. Un petit chiffre. À Marseille, en 2013, 19 règlements de compte, c'est ça un narco-homicide, un homicide qui est lié au 19. En 2023, 45. C'est-à-dire qu'en l'espace d'une dizaine d'années, on a plus que multiplié par 2 le nombre des règlements de compte sur Marseille. C'est que Marseille, ça. Que Marseille. Mais c'est vrai aussi, un peu partout.
Il y a des villes, de provinces, etc., qui ne connaissaient pas les homicides à cause des trafics dessus, et qui commencent à découvrir tout ça, du fait, encore une fois, de l'abandon d'un certain nombre de zones, qui trouvent son origine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais qui a encore un impact aujourd'hui, du fait de la nécessité de récupérer des heures supplémentaires, et qui vide, d'une certaine manière, un certain nombre de commissariats, et de toute façon, les met en difficulté. Alors, pour les homicides, on est dans le milieu de tableau. Alors, certains disent, oui, mais on est les plus hauts. C'est pas faux, on est les plus hauts parmi les grands pays. Bon, à savoir, en Allemagne, nous, on est à 1,16 homicides, excusez-moi pour la virgule, 1,16 homicides pour 100 000 habitants. En Allemagne, on est à 0,76. En Espagne, 0,62. En Italie, 0,57. Mais au Royaume-Uni, 1,14. Donc, on est à peu près au niveau du Royaume-Uni. Mais là aussi, c'est significatif. Significatif avec l'augmentation des homicides suite à des violences, etc. On commence à sentir qu'il y a une augmentation de la violence sur notre territoire. Et là, peut-être qu'on va voir un petit peu mieux avec l'évolution des coûts et blessures. Là, on a le chiffre de 2008, vous avez vu comme j'ai gardé scrupuleusement des tables à 2022. Moi, ce dont je vais vous parler, c'est entre 2017 et 2022, parce que bon, c'est ce que dit ce tableau. Voilà. Alors, les coûts, ça s'appelle les coûts et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus. Mais, tout ça intègre les violences intrafamiliales. Et l'effet de libération de la parole a là aussi eu un effet sur les statistiques des coûts et blessures. En chiffres, entre 2017 et 2022, on passe de 233 000 à 353 000, soit 120 000 de plus sur la période. Dans ces 120 000, il y en a 80 000 qui sont dus aux violences intrafamiliales. 80 000. En augmentation. En augmentation. Ça veut dire aussi, à contrario, il y en a quand même 36 000 qui sont là, pas liés aux violences intrafamiliales. Et on a donc une vraie augmentation des coûts et blessures volontaires sur notre territoire, qui n'est pas un phénomène nouveau, comme vous le voyez, mais qui connaît depuis les années 2016-2017 une augmentation considérable. On a vu avec un volet violence intrafamiliale, libération de la parole, mais également un vrai, on va dire, ensauvagement de la société sur ces dernières années. Qu'en est-il des violences sexuelles? Là, on a ce dont je parlais tout à l'heure, la mobilisation de la population, MeToo, la libération de la parole, etc. Alors, quelques commentaires sur cette situation. Elles augmentent sur la période 2017-2022, 203%, la progression est 220% depuis 2010. Libération de la parole, c'est sûr, parce que ça n'a pas commencé avec l'affaire Monchal, notamment aux États-Unis, même en France, déjà le début de ce processus auparavant. Mais dans ces agressions sexuelles, les viols et tentatives progressent de 16 900 à 38 400, soit 127% d'augmentation. 87% des victimes sont des femmes et la moitié sont des mineurs. Alors, on estime le nombre de viols et d'agressions sexuelles en France, dans notre beau pays, environ 100 000 par an. Excusez-moi, mais quand on fait le ratio tragique, ça fait quasiment un fait toutes les 5 minutes. Statistique. On a un vrai sujet, notamment au niveau de la prise en compte des victimes, etc., qui se fait de mieux en mieux au sein des commissariats et au sein des gendarmeries, en lien avec les associations. Et il y a un vrai sujet de libération de la parole. Je donnerai mon expérience, moi, lorsque je faisais des conférences sur justement les violences sexuelles, sur la libération de la parole, si vous posez la question pendant après ces exposés. Alors, une autre tendance lourde de la délinquance, ce sont les stupéfiants. Et là, je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec tout ce que je dis depuis maintenant presque une heure, un peu plus d'une heure. Et qu'on a perdu des territoires. On a perdu des territoires parce qu'on n'avait plus les effectifs à mettre sur le terrain. Et n'ayant plus ces effectifs à mettre sur le terrain, la nature ayant vide, ces terrains ont été occupés. Que ça soit en province, en zone gendarmerie, ou dans les villes, parce que 70% des gendarmes travaillent soit en zone périurbaine ou en zone urbaine. Donc
une histoire pendant la campagne, c'est fini. Déjà, il n'y a plus de grand monde à la campagne, c'est tout. Donc, on est soit en zone urbaine, soit en zone rurale. Nous, on rencontre les mêmes problématiques, et on a rencontré les mêmes problématiques du fait de cette chute brutale des effectifs et d'une reconquête du terrain. Mais quand on parle aujourd'hui d'éradiquer les bandits, oui, 40% des bandits, machin, c'est bien gentil, mais c'est pas ça la solution. Le vrai problème, c'est qu'on a perdu des terrains, et on le voit bien quand on perd un terrain. Celui qu'on a perdu en 40, il a fallu des années avant de le récupérer, et combien de morts? En Ukraine, c'est pareil. Eh bien, ça s'applique de la même façon sur les terrains de la République qu'on a perdus. Et ces terrains perdus, pour les regagner, il faudra deux choses. Une volonté politique. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je peux diminuer le nombre de points de vie? Ou si je veux rétablir l'ordre républicain sur ces territoires, là, il faudra courage. Parce que ceux qui sont en face sont armés, déterminés, et pour eux, c'est une question de vie ou de mort. S'ils n'ont plus de business à faire, donc il faudra une volonté et du courage. C'est tout ce qu'il faut. Et là, on se dit démontage économique, etc. On s'est bien gentil, mais là, on est vraiment dans le cosmos. Deux mots sur la situation de la consommation de drogue en France. Je pense que vous le savez, vous faites comme moi, vous lisez. Que dit l'Observatoire français des drogues et tendances addictives? La France compte 5 millions d'usagers de cannabis. C'est même un bon pourcentage de la population. C'est-à-dire de personnes ayant consommé au moins une fois dans l'année des stupéfiants, du cannabis. Parmi eux, 1,3 million sont des consommateurs réguliers, plus de 10 fois par mois, une fois tous les 3 jours. Et 850 000 sont des utilisateurs quotidiens. C'est un marché qui représente 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui, il faut le savoir, est intégré dans le PIB. Et voilà. À l'âge de 16 ans, les Français sont les premiers consommateurs de cannabis en Europe. Vous conviendrez avec moi que c'est un béatrice record. Alors, deux mots sur ce que nous, en interne, on appelle la délinquance de proximité. En fait, la délinquance de proximité, au fond, c'est celle qui génère le plus de sentiments d'insécurité. C'est les cambriolages, les vols de voitures, les vols à la route. Un vol à la route, c'est on casse la fenêtre et on pique ce qu'il y a dans la voiture. C'est ça ce que c'est, les vols à la route. Les vols violents sans armes, et les vols avec armes, lorsqu'on peut faire ça, c'est ce qui génère le plus de sentiments d'insécurité. Sur la période 2017-2022, tous les chiffres sont à la baisse. En 2023, ça roule. Mais on est toujours en dessous des niveaux de l'avant-Covid. Parce que pendant le Covid, il y a un certain nombre de ces phénomènes qui sont complètement effondrés. Quand on était tous à la maison, les cambriolages, ça devenait compliqué. Et puis quand on était à la maison, on sortait plus, donc on n'allait pas se faire voler dans la rue avec armes ou sans armes. Et bon voilà, puis les véhicules restaient à la maison. Enfin bon, tout ça fait que cette délinquance de proximité s'est effondrée. Là, c'est remonté sur le monde, un petit peu, mais sur la période, nous sommes encore en dessous des niveaux d'avant. Alors, en conclusion partielle, on notera que la délinquance de proximité baisse effectivement sur les dernières années, hormis les violences sexuelles, qui représentent une situation particulière. Mais il est notable que le niveau de violence s'accroît considérablement, et dans des proportions inquiétantes et inédites au sein de notre société. Ce que le chapitre précédent, sur le maintien de l'ordre, mettait déjà un petit peu en évidence. Alors, au-delà de cette hausse des violences, l'action de la police et de la gendarmerie semble efficace pour contenir les phénomènes délictueux. Mais alors, on se trouve le problème. Est-ce que, comme le dit le secrétaire général du syndicat Alliance, parce que c'est imprononçable, est-ce que le problème de la police, ça serait pas au fond la justice? Alors, moi je suis ni magistrat, ni juriste, moi j'ai pas de... Je prends les chiffres, et je... En fait, d'autant plus que moi, quand j'étais jeune commandant de compagnie, ça commence à faire quelques années, au début des années 90, lorsqu'un élu national venait me voir et me disait « Bon alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, non, vous voulez ici, je peux faire passer vous. »
donner des moyens à la justice. Parce que là, il n'y a pas de procureur, il n'y a pas de greffier, tout s'entasse, machin, etc. Les mecs qu'on arrête, on a tout. Au début des années 90, hein, c'est pas tout. Et tout le monde disait ça, au sein de la police, de la gendarmerie, on disait il y a un vrai problème. Et ça fait quand même maintenant, presque 30 ans. Ouais, pas 30 ans, ouais, 50 ans. Et c'est pas un phénomène, c'est pas un phénomène nouveau. Et puis, bon, aujourd'hui, la justice est rendue au nom du peuple français. Bon, c'est bien. Mais la population ne se reconnaît plus dans la justice. Regardez les sondages. 56% de défiance vis-à-vis de la justice. 44% qui font confiance à la justice. 70% qui pensent que les peines sont trop laxistes. Voilà. Hein. Et là, il y a un vrai sujet. Là, il y a un vrai sujet de confiance dans son outil de justice. Et cette situation, elle est condamnée en partie par la Cour européenne des droits de l'homme, qui a condamné la France à plusieurs reprises. Pourquoi? Pour la lenteur insupportable des procédures. Alors voilà quelques chiffres en Europe. C'est le Conseil de l'Europe, c'est 49 pays, parmi lesquels il y avait la Russie, vous ne plus maintenant. Bon, il y avait aussi la Russie, la Turquie, enfin bon, c'est bon. Mais on va dire grosso modo, tous les pays occidentaux sont dedans. Mais qu'est-ce que ça donne en termes de durée moyenne des procédures? La durée moyenne en première instance, c'est-à-dire bon, il y a la plainte, puis il y a le jugement. En Europe, 237 jours. En moyenne, en France, 637. Presque 3 fois plus. En appel, c'est-à-dire en deuxième instance, au niveau européen, 207 jours. 607 en France. Bien sûr. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est parce qu'il y a plein de petits pays, tout ça, qui font baisser la moyenne. L'Allemagne, en première instance, nous on est à 637, ils sont à 210. Problème. On a un problème, et puis, je suis désolé de le dire, mais il y a autre chose, quoi. Moi, en tant que professionnel de la gendarmerie et de camarades de la police, on voit qu'il y a 50% de syndiqués chez les magistrats. 62% qui sont dans l'union syndicale des magistrats, qui est classée un peu sans relouche. Et 33% qui sont au syndicat de la magistrature. Le syndicat de la magistrature, c'est qui? Le mur des CONS, là. Syndicat de la magistrature. L'animation de table ronde à la fête de l'humanité, là, en septembre dernier, contre les violences, enfin, sur les violences policières, le syndicat de la magistrature. La participation à la manifestation, là, toute récente, du 23 septembre, contre le racisme et les violences policières, le syndicat de la magistrature. Il y a quand même un sujet. Là-dessus, on a un vrai problème. Alors, au-delà de ça, et pour terminer, les chiffres de ce tableau montrent que le problème des effectifs en France est réel. L'effectif, c'est le budget. Et il est probablement au centre de tous ces dysfonctionnements, partiellement. Il y a des chapitres, c'est un autre sujet. Et donc, les justiciables pâtissent en priorité. Et qui se heurtent à l'incompréhension de tous. Alors, dans le cadre de son plan d'action pour la justice, le ministère actuel a décidé que jusqu'en 2027, le budget serait porté de 9,6 milliards à 11 milliards. Ce qui permettrait notamment de financer le recrutement de 10 000 personnes au sein du ministère de la Justice, dont 1 500 magistrats. Donc, vous le voyez, nous avons cruellement besoin. Mais il y avait déjà 2 hausses précédentes de budget. En 2020, en 2021, de presque 10%. Et on n'a pas eu d'effet. Et là, c'est un vrai sujet. D'autant plus que si le tuyau, gendarmerie, police, est trop gros pour le tuyau justice, le tuyau justice aujourd'hui est trop gros pour le tuyau prison. Et là aussi, on touche à un problème de fond. Alors, il faut savoir que l'administration pénitentiaire a quitté le ministère de l'Intérieur en 1912.
Et depuis, ils sont dans le ministère de la Justice. Et quand je les vois, quand je les ai vus, j'ai des amis qui sont dans l'administration financière, qui discutent avec eux, ils sont dans la même situation au sein du ministère de la Justice que les armées au sein du budget global. C'est la variable d'ajustement du ministère de la Justice. Quand il n'y a pas assez de prix, on ne construit pas les prisons qui étaient prévues. On diminue d'autant plus que beaucoup dans la justice ne sont pas trop pour la prison. Donc, on réduit un petit peu le budget. Ils sont dans la même situation que la gendarmerie au sein du ministère de la Défense, à l'époque où on était dans le ministère de la Défense. C'est vraiment le parent pour nous. Il y a là aussi un vrai problème d'esprit de corps. L'administration pénitentiaire au sein du ministère de la Justice a toujours été considérée avec beaucoup de condescendance. Un garde d'une prison, on n'y pensait pas. C'est de ce niveau-là. Et ça a été de ce niveau-là pendant des années. Là, il y a un plan qui va être mis en place. C'est un plan de construction de 17 000 places de prison à l'horizon 2025. Tant mieux que les places de prison. Je ne suis pas que pour la prison, hein, je suis pour la prison parce que c'est plus symbolique. Mais bon, il y a d'autres types de peines alternatives, mais tout ça aussi a été un petit peu oublié et mis sur le côté pendant des années. Alors, 2 mots sur la surpopulation carcérale. On parle aujourd'hui, on serait sur une surpopulation carcérale en France aux environs bon là j'avais des chiffres qui étaient un petit peu anciens, on est à 207%, apparemment on est plus au niveau de 120% aujourd'hui. Bon, si on veut comparer au niveau européen, ça ne concerne pas que la France, hein. Au Royaume-Uni, c'est 118% de 18% de surpopulation, 118% de remplissage, 132% en Pologne, 190%, en Pologne 190%, au Royaume-Uni 132%, supérieur à 115% en Belgique, en Grèce, en Italie, en Roumanie, en Hongrie, etc. Donc il y a un état de surpopulation carcérale, d'autant plus que, vous voyez, c'est un petit peu remonté sur l'année 2023. Encore une fois, ce n'est pas la solution, mais c'est vraiment symbolique du dysfonctionnement profond de cette justice. D'autant plus qu'il y a des subterfuges qui sont utilisés pour masquer un petit peu tout ça. Premier subterfuge, celui qui a été mis en place en 2002. En fait, on a relevé de 1 à 2 ans en 2009 le plafond d'emprisonnement permettant de prononcer une mesure alternative à l'emprisonnement, et ne pas emprisonner. Et avant, c'était jusqu'à 1 an. Bon, alors là, on peut faire ça, on peut faire un DG, on peut le brasser. Là, c'est monté à 2 ans. Donc c'est monté à 2 ans, non? Tout ça sert à désengorger les prisons, alors que la peine de prison était méritée. D'ailleurs, la condamnation était là. Mais on ne fait pas vraiment la peine. Un autre subterfuge, c'est le fait de différer l'application des peines. Il y a qu'un tiers des gens qui sont condamnés à la prison à la sortie du tribunal qui vont en prison tout de suite. Les autres attendent 1 an, 2 ans. Parfois, ils n'ont jamais. Et pendant cette année où sont 2 ans, on réfléchit à une peine alternative. Alors que la sanction était méritée. Et c'est difficile pour nos concitoyens de comprendre tout ça. Ils se disent, il y a un problème. Alors bon, voici parvenu au terme, après 1h15, de cette présentation. Quelques mots conclusifs. Ça fonctionne même si, pour les effectifs, vous avez vu que nous avons souffert particulièrement et que nous sommes encore en période de transition pour essayer de récupérer le niveau qui était nôtre au préalable, mais que ce que nous avons perdu à cette époque, ça sera beaucoup plus compliqué de le récupérer et que ça demandera volonté et courage politique. Et puis aussi, de la part de l'opinion publique, une compréhension des phénomènes, il a raison pour la politique. Il nous faut donc reprendre le contrôle d'un certain territoire si on veut vraiment peser sur certains phénomènes de délinquance. Mais la délinquance de proximité est celle qui nous intéresse au fond le plus, je dirais presque au quotidien, qu'on soit élu, qu'on soit responsable, celle-là est relativement sous contrôle et au niveau européen, on n'a absolument pas. Le gros problème auquel nous allons être confrontés dans les années qui viennent, c'est la gestion de l'ordre public. Vous l'avez compris, alors que
la logique voudrait qu'on puisse tenir à distance les manifestants les plus violents. Aujourd'hui, nous allons aller au bout. Donc il va falloir s'attendre là aussi à des violences, des mises en cause récurrentes, parce qu'il y aura des blessés, voire pire, et que en face, ils veulent dans des coups. Absolument. On l'a vu à Sainte-Soline, on l'a vu au mois de juin, et même la confrontation va être relativement inévitable. Nous sommes prêts, nous avons des forces dédiées. Pour la police, c'est beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué, car, encore une fois, les récupérations. Qui dit récupération dit nécessité d'engager dans le maintien de l'ordre des troupes qui ne sont pas professionnelles. Qu'est-ce qui s'est passé avec les détachements d'action rapide qui ont été mis en place par la préfecture de police? Qui a été détachements d'action rapide qui ont été équipés avec des LBD, mais dont les personnels venaient des bacs, venaient des brigades, on sortait. C'était une réalité. Il n'y avait pas assez de monde sur le terrain. Ils ne savent pas faire du maintien de l'ordre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tiré au LBD à tour de bras. Bilan des courses, il y a plusieurs dizaines de mises en cause de policiers parce qu'ils ne savaient pas et qu'on n'a pas engagé d'unité professionnelle. Et là aussi, la police nationale est en souffrance. Et puis pour terminer, la justice doit absolument faire son aggiornament. Elle doit maintenant vraiment retrousser ses manches et mettre en place un dispositif qui répond aux attentes de la